Imaginez chercher quelqu'un pendant 10 ans. 10 années à coller des affiches sur chaque mur de la ville. 10 années à interroger des inconnus dans la rue. 10 années à espérer que le téléphone sonne. Maintenant, imaginez découvrir que pendant tout ce temps, la personne que vous cherchiez était enterrée à 10 km de chez vous, sous une croix anonyme, dans le carré des indigents d'un cimetière municipal. Pas kidnappée, pas enfuie à l'étranger, morte depuis le premier jour. Et le pire, les autorités avaient son corps, elles l'ont eu tout du long. Mais personne n'a fait le lien, personne n'a croisé les informations. Un jeune homme de 19 ans disparaît une nuit d'octobre. Un autre jeune homme du même âge, de la même description physique, meurt la même nuit à quelques kilomètres de là. 2 commissariats différents, 2 dossiers qui ne se parlent jamais, et une famille qui attend, qui espère, qui refuse de croire à la mort tant qu'il n'y a pas de corps. Cette histoire n'est pas celle d'un enlèvement, c'est celle d'une faille, d'un système qui a échoué de la manière la plus cruelle qui soit. Bienvenue dans l'affaire Nicolas Vasseur, l'homme qui était là tout du long mais que personne n'a vu. Octobre 1995. Marseille vibre encore sous les dernières chaleurs de l'automne méditerranéen. Nicolas Vasseur a 19 ans. Des cheveux châtains mi-longs, un sourire facile, une passion pour le rock alternatif. Il vit avec sa mère, Eliane, dans un petit appartement du 13e arrondissement. Son père est parti quand il était enfant. Eliane a tout fait pour lui offrir une vie stable. Nicolas n'est pas un ange, mais il n'est pas un délinquant non plus. Il traîne avec ses copains, il fume des cigarettes, il rêve de monter un groupe. Ce soir-là, un mercredi 14 octobre, il annonce à sa mère qu'il sort. Un concert dans une petite salle du Vieux-Port. Un groupe local qu'il adore. Il promet de rentrer tard, mais de rentrer. Eliane hoche la tête. Elle a appris à lui faire confiance. Nicolas enfile sa veste en jean, glisse quelques billets dans sa poche et claque la porte. C'est la dernière fois qu'elle le voit. Le lendemain matin, Eliane se réveille vers 8 heures. Elle frappe à la porte de la chambre de Nicolas. Pas de réponse. Elle pousse la porte. Le lit est vide, intact, aucun signe qu'il soit rentré. Elle appelle ses amis. Personne ne l'a vu depuis le concert. L'un d'eux se souvient l'avoir vu partir seul vers 23 heures. Nicolas avait dit qu'il rentrait à pied. C'était à 40 minutes de marche. Mais il aimait marcher la nuit. Eliane commence à paniquer. À midi, elle appelle la police. Avant de continuer, dites-moi en commentaire de quelle ville et de quel pays vous regardez cette vidéo. Et si cette histoire vous touche déjà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un super like pour soutenir ce travail. Votre soutien m'aide énormément à continuer de raconter ces histoires qui méritent d'être entendues. Merci beaucoup. La commissaire qui reçoit Eliane ce jour-là est polie mais distante. Elle prend note du signalement. Nicolas Vasseur, 19 ans, 1,78 m, cheveux châtains, yeux marrons, veste en jean bleu délavé, gants noirs, basket blanche, disparu depuis la veille au soir. La commissaire lève les yeux du formulaire et demande si Nicolas avait des problèmes, des dettes, une petite amie, des conflits familiaux. Eliane secoue la tête à chaque question. Non, non et non. Tout allait bien. La commissaire referme son carnet avec un soupir compatissant. « Madame Vassour, votre fils est majeur. À cet âge, beaucoup de jeunes prennent des décisions impulsives. Ils partent quelques jours sans prévenir. Ils reviennent quand ils sont prêts. Donnez-lui du temps. » Eliane sent son estomac se nouer. Elle insiste. Nicolas n'est pas comme ça. Il aurait appelé. Il aurait laissé un mot. Il ne ferait jamais ça. La commissaire promet de diffuser le signalement dans les commissariats de la ville. Mais Eliane sent que personne ne prendra cette disparition au sérieux. Elle a raison. Dans une ville comme Marseille, en 1995, les disparitions de jeunes adultes sont monnaie courante. La plupart reviennent d'eux-mêmes après quelques jours. Les ressources policières sont limitées. Les brigades sont débordées par les affaires de trafic, de violence, de cambriolage. Un jeune de 19 ans qui ne rentre pas dormir n'est pas une priorité. Le dossier de Nicolas rejoint une pile. Eliane rentre chez elle, seule, et attend. Le téléphone ne sonne pas. Les heures s'étirent comme des jours. Elle tourne en rond dans l'appartement, incapable de rester assise. Elle regarde par la fenêtre, guettant chaque silhouette qui passe dans la rue. Peut-être qu'il va apparaître au coin de la rue, les mains dans les poches, comme si de rien n'était. Peut-être qu'il a dormi chez un ami. Peut-être qu'il a oublié de prévenir. Mais au fond d'elle, elle sait. Quelque chose ne va pas. Quelque chose de grave. Le lendemain, elle appelle tous les hôpitaux de Marseille, puis ceux des villes voisines.
Aix-en-Provence, Aubagne, Toulon. Elle demande si un jeune homme correspondant à la description de Nicolas a été admis. Accident de la route, agression, overdose, tentative de suicide, n'importe quoi. Elle est prête à entendre le pire, tant qu'elle sait. Mais partout, la même réponse. Non, madame. Personne de cette description. Elle appelle aussi les morgues. La voix tremblante, elle décrit son fils. Encore et encore, personne ne correspond. Une semaine plus tard, Eliane retourne au commissariat. Cette fois, elle apporte une photo récente de Nicolas. Un cliché pris quelques mois plus tôt, lors d'un pique-nique avec des amis au parc Borély. Il sourit, décontracté, une canette de soda à la main. Ses cheveux tombent sur ses yeux. Il a l'air heureux, vivant. L'agent de service accepte la photo, la glisse dans le dossier et répète la même chose. « Soyez patiente, madame. Il va réapparaître. » Ils réapparaissent toujours. Eliane veut crier, mais elle reste polie. Elle commence à imprimer des affiches elle-même, des centaines d'affiches. Elle y inscrit le visage de Nicolas, son nom, sa date de disparition, sa taille, ses vêtements et son numéro de téléphone en gros caractères. Elle les colle partout, dans les stations de métro, sur les murs des immeubles, devant les lycées, dans les bars et les cafés du Vieux-Port. Elle en distribue aux commerçants, aux chauffeurs de taxi, aux livreurs. Certains promettent de garder l'œil ouvert. D'autres la regardent avec pitié. Personne n'appelle. Les amis de Nicolas sont interrogés plusieurs fois. Chacun raconte la même version des faits. Ils ont passé la soirée ensemble au concert, dans une petite salle près du quai de Rive-Neuve, un groupe de rock alternatif que Nicolas adorait. L'ambiance était bonne. Nicolas était de bonne humeur. Il a bu une bière, peut-être deux. Rien d'excessif. Vers 23 heures, il a dit qu'il rentrait. Il voulait marcher. Il aimait marcher seul la nuit. Il disait que ça l'aidait à réfléchir. Personne ne s'est inquiété. C'était Nicolas. L'un de ses amis, David, se souvient d'un détail. Nicolas avait mentionné qu'il passerait peut-être par le Vieux-Port avant de remonter vers le 13e arrondissement. Il voulait s'acheter un sandwich dans un kebab ouvert toute la nuit, mais ce n'était qu'une possibilité. Rien de confirmé. Eliane note tout. Elle essaie de retracer l'itinéraire probable. Elle imprime un plan de Marseille et trace plusieurs chemins possibles. 40 minutes à pied, peut-être 1 heure s'il s'est arrêté en chemin. Tant de rues, tant de recoins sombres. Eliane décide de refaire le trajet elle-même. Plusieurs fois, à différentes heures de la nuit. Elle marche lentement, scrutant chaque ruelle, chaque parking, chaque recoin obscur. Elle interroge les sans-abri qui dorment sous les ponts, les prostituées qui travaillent auprès du port, les videurs des boîtes de nuit, les serveurs des bars encore ouverts à 3 heures du matin. Elle montre la photo de Nicolas à tout le monde. Vous l'avez vu? Vous vous souvenez de quelque chose? Personne n'a rien vu. Personne ne se souvient. C'était il y a des semaines maintenant. 1 mois passe, puis 2, puis 6. Noël arrive. Eliane refuse de célébrer. Elle laisse la place de Nicolas mise à table. Son assiette, son verre, comme s'il allait rentrer d'un moment à l'autre. Sa chambre reste intacte, ses vêtements dans l'armoire, ses CD empilés sur l'étagère, ses posters de Nirvana et de Pearl Jam sur les murs. Eliane refuse de toucher à quoi que ce soit. Elle dort parfois dans la chambre de Nicolas, serrant son oreiller contre elle. L'odeur de son fils s'est estompée, mais elle refuse de laver les draps. Les mois se transforment en années. 1996, 1997, 1998. Le dossier de Nicolas est officiellement classé en cold case. Aucune piste crédible, aucun corps retrouvé, aucune preuve de vie. Les enquêteurs ont d'autres priorités. Eliane est abandonnée par le système. Elle continue pourtant. Elle contacte des associations de familles de disparus. Elle participe à des émissions de télévision locales. Elle supplie les journalistes de parler de Nicolas. Certains acceptent. Le visage de Nicolas apparaît dans quelques journaux régionaux. Des témoignages arrivent. Quelqu'un croit avoir vu Nicolas à Lyon, mendiant dans la rue. Un autre prétend l'avoir croisé à Paris, dans le métro. Un troisième affirme qu'il travaille dans un restaurant en Italie. Eliane suit chaque piste, aussi improbable soit-elle. Elle prend le train. Elle loue des voitures. Elle dépense ses économies. Chaque fois, c'est une fausse alerte. Ce n'est jamais Nicolas. Juste quelqu'un qui lui ressemble vaguement. Eliane rentre à Marseille, chaque fois plus épuisée, plus brisée,
plus désespéré. L'an 2000 arrive, puis 2001, 2002. 5 ans ont passé depuis la disparition. Eliane a 52 ans, mais elle en paraît 65. Ses cheveux sont devenus blancs. Son visage est creusé par l'insomnie et le chagrin. Elle a perdu 15 kilos. Ses amis ont cessé d'appeler. Ils ne savent plus quoi lui dire. Comment réconforter quelqu'un qui vit dans un cauchemar sans fin? Eliane vit seule, coupée du monde, dans l'appartement où Nicolas a grandi. Elle continue de coller des affiches. Mais les passants ne les regardent même plus. Le visage de Nicolas est partout et nulle part. Une image figée dans le temps. Un jeune homme de 19 ans qui n'aura jamais 20 ans, qui n'aura jamais de diplôme, qui ne se mariera jamais, qui ne lui donnera jamais de petits-enfants. Eliane commence à accepter l'idée qu'elle ne le reverra peut-être jamais vivant. Mais elle refuse de faire son deuil. Comment pleurer quelqu'un sans corps? Comment enterrer quelqu'un qui n'est pas officiellement mort? Elle reste suspendue dans cette zone grise, ni vivante ni morte, comme son fils. Et elle ne sait pas encore que Nicolas est là, sous terre, à 10 km de chez elle depuis le premier jour. Revenons en arrière, à la nuit du 14 octobre 1995. Pendant qu'Eliane dort paisiblement dans son appartement du 13e arrondissement, convaincue que son fils va bientôt rentrer, quelque chose se passe à quelques kilomètres de là. Une scène qui va sceller le destin de Nicolas. Mais personne ne le sait encore. Le commissariat du 6e arrondissement reçoit un appel vers minuit 30. Un accident de la route. Un piéton renversé par une voiture sur la corniche Kennedy. Une avenue côtière qui longe la Méditerranée. Le conducteur a pris la fuite. 2 agents de police arrivent sur les lieux 10 minutes plus tard. Ils trouvent un jeune homme étendu sur le bitume, inconscient. Du sang coule de sa tête. Ses jambes sont tordues dans un angle anormal. Un témoin, un jogger qui passait par là, explique qu'il a entendu un bruit sourd suivi d'un crissement de pneus. Quand il s'est retourné, il a vu une voiture sombre s'éloigner à toute vitesse. Il n'a pas eu le temps de noter la plaque. Le jeune homme gisait déjà au sol. Le jogger a immédiatement appelé les secours. Il est resté sur place pour témoigner. Les pompiers arrivent. Ils stabilisent le jeune homme et l'emmènent d'urgence à l'hôpital de la Timone, le plus grand centre hospitalier de Marseille. Les médecins se battent pendant des heures. Traumatisme crânien sévère, fractures multiples, hémorragie interne. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais à 4 heures du matin, le jeune homme décède sur la table d'opération. Il n'a jamais repris connaissance. Les médecins informent la police. Un agent est envoyé pour constater le décès et remplir les formulaires nécessaires. C'est là que les problèmes commencent. Le jeune homme n'avait aucun document sur lui. Pas de portefeuille, pas de carte d'identité, pas de téléphone portable, rien. Juste les vêtements qu'il portait. Une veste en jean, un jean noir, des baskets blanches sales. Les poches sont vides. Soit elles ont été vidées par quelqu'un avant l'arrivée de la police, soit le choc les a fait tomber quelque part sur la route. Les agents retournent sur les lieux de l'accident pour chercher. Ils trouvent quelques pièces de monnaie éparpillées, mais rien d'autre. Aucun papier. Aucune clé. Aucun moyen d'identifier la victime. Le protocole de l'époque est clair mais imparfait. En 1995, il n'existe pas encore de base de données nationale centralisée pour les personnes disparues. Chaque commissariat gère ses propres dossiers. Les informations circulent mal entre les services. Le commissariat du 6e arrondissement, qui traite l'affaire du délit de fuite, n'a aucune raison de consulter les dossiers du commissariat du 13e arrondissement, où Eliane a signalé la disparition de Nicolas quelques heures plus tôt. Ce sont 2 affaires distinctes, 2 juridictions différentes, 2 mondes parallèles, qui ne se croisent jamais. L'agent chargé du dossier au 6e arrondissement fait ce qu'il peut. Il prend des photos du corps. Il note la description physique. Homme, environ 20 ans, 1,78 m, corpulence moyenne, cheveux châtains mi-longs, yeux marrons, pas de tatouage visible, pas de cicatrice particulière. Il enregistre l'affaire comme un délit de fuite avec victime non identifiée. Le corps est transféré à la morgue municipale. Une autopsie est effectuée pour confirmer la cause du décès. Traumatisme crânien consécutif à un choc violent. Décès accidentel. Le dossier est ouvert, mais personne ne le rapproche de Nicolas Vasseur. Les jours passent. Personne ne vient réclamer le corps à la morgue. Les autorités attendent. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Elles publient un avis de recherche dans les journaux locaux. Jeune homme non identifié décédé,
suite à un accident de la route. Si vous reconnaissez cette description, merci de contacter le commissariat du 6e arrondissement. Mais la vie est noyée dans les petites annonces. Personne n'y prête attention. Eliane, de son côté, ne lit pas ce genre d'avis. Elle cherche son fils vivant. Pas un corps anonyme dans une morgue. Après 2 mois, les autorités décident de procéder à l'enterrement. Le jeune homme est officiellement enregistré comme indigent, un inconnu. Le système français prévoit ce genre de situation. Les personnes décédées sans identité ou sans famille sont enterrées aux frais de la commune dans un carré spécial du cimetière municipal. Le carré des indigents, un espace sobre, sans ornement, où les tombes sont marquées par de simples croix en bois ou en métal, parfois avec un numéro, rarement avec un nom. Le jeune homme est enterré le 18 décembre 1995, 2 mois après sa mort. La tombe porte une petite plaque métallique, inconnue. Décédé le 15 octobre 1995. Aucune fleur, aucune photo, aucun proche pour pleurer, juste un carré de terre fraîchement retourné parmi des dizaines d'autres. Les employés municipaux qui procèdent à l'enterrement font leur travail avec professionnalisme, mais sans émotion. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. Chaque année, des dizaines de personnes meurent seules à Marseille, sans abri. Immigrés clandestins, personnes âgées isolées, jeunes en rupture familiale. La société les oublie vivants, elle les oublie morts. Pendant ce temps, à 10 km de là, Eliane colle des affiches sur les murs de la ville. Elle ne sait pas que son fils est enterré. Elle ne sait pas qu'il est mort depuis le premier soir. Elle continue de chercher. Elle continue d'espérer. Elle refuse de croire à la mort tant qu'il n'y a pas de certitude, tant qu'il n'y a pas de corps. Mais le corps est là, sous terre, à quelques stations de métro de chez elle, dans un cimetière qu'elle a peut-être traversé sans y prêter attention, si proche, et pourtant inaccessible, invisible, perdu dans la bureaucratie et le silence. Les années passent. Le dossier du délit de fuite reste ouvert, mais aucun progrès n'est réalisé. Le conducteur n'a jamais été retrouvé. Aucun témoin supplémentaire ne s'est manifesté. L'affaire devient un cold case, comme celle de Nicolas. 2 dossiers, 2 mystères, une seule et même personne. Mais personne ne fait le lien. Les agents qui ont traité l'accident prennent leur retraite. De nouveaux agents arrivent. Les archives papier s'accumulent dans les sous-sols des commissariats. L'informatisation commence mais lentement. Les vieux dossiers ne sont pas toujours numérisés. Ils restent dans des cartons poussiéreux. Dans le cimetière, la tombe de l'inconnu se fond dans le paysage. L'herbe pousse autour de la croix. La pluie efface peu à peu les inscriptions sur la plaque. Les années effacent la mémoire. Les visiteurs du cimetière passent devant sans s'arrêter. Qui pleure un inconnu? Qui dépose des fleurs sur une tombe sans nom? Personne. Le jeune homme repose là, oublié de tous, sauf d'une mère qui ignore où chercher. Une mère qui continue de coller des affiches, de passer des coups de fil, de consulter des voyantes, de suivre des fausses pistes. Une mère qui refuse d'abandonner. Mais en 2005, quelque chose va changer. Une association de bénévoles, spécialisée dans l'aide aux familles de disparus, lance un projet ambitieux. Ils veulent croiser les fichiers des personnes disparues avec les registres des décès non identifiés. Un travail colossal, des milliers de dossiers à comparer, des descriptions physiques à rapprocher, des dates à vérifier, des détails à analyser. C'est un travail de fourmi, mais ces bénévoles sont motivés. Ils savent que derrière chaque dossier, il y a une famille qui souffre, une famille qui attend, une famille qui mérite la vérité. Et parmi ces dossiers, il y a celui de Nicolas Vasseur. L'association commence par numériser les archives des cimetières municipaux de Marseille. Ils recensent tous les enterrements d'indigents effectués entre 1990 et 2005. Des centaines de noms, ou plutôt des centaines d'absences de noms. Des inconnus, des numéros, des dates. Ils créent une base de données. Ensuite, ils font de même avec les dossiers de disparition non résolus signalés dans la même période. Ils croisent les informations, âge, sexe, taille, couleur des cheveux, couleur des yeux, date de disparition, date de décès présumé. Petit à petit, des correspondances apparaissent, des coïncidences troublantes, des pistes possibles. Un bénévole, Antoine, tombe sur le dossier de Nicolas Vasseur, disparu le 14 octobre 1995, 19 ans, 1,78 m, cheveux châtains,
yeux marrons, veste en jean, gants noirs, basket blanche. Antoine fronce les sourcils. Ces détails lui rappellent quelque chose. Il consulte la base de données des indigents. Et là, il le voit. Inconnu. Décédé le 15 octobre 1985. Environ 20 ans. 1,78 m. Cheveux châtains, yeux marrons, veste en jean, jeans noirs, basket blanche, même description. Date consécutive. Antoine sent son cœur s'accélérer. Ce pourrait être lui. Antoine ne veut pas se précipiter. Il sait que les familles de disparus sont fragiles. Leur donner un faux espoir serait cruel. Il décide de vérifier tous les détails avant de contacter Eliane Vasseur. Il retourne au commissariat du 6e arrondissement et demande à consulter le dossier complet du délit de fuite du 15 octobre 1995. Les agents actuels ne connaissent même pas cette affaire. Elle date de 10 ans. Les archives sont stockées au sous-sol. Antoine doit insister. Finalement, un agent accepte de l'accompagner. Ils descendent dans une salle poussiéreuse remplie de cartons. Après une heure de recherche, ils trouvent le carton portant la référence de l'année 1995. À l'intérieur, des dizaines de dossiers. Antoine fouille méthodiquement. Et là, il le trouve. Dossier numéro 0347/95. Délit de fuite mortelle. Victime non identifiée. Il ouvre le dossier. Les photos du corps sont encore là, jaunies par le temps. Antoine les regarde attentivement. Le visage du jeune homme est tuméfié, déformé par les blessures. Mais les traits sont visibles, les cheveux châtains, la carrure. Il compare mentalement avec la photo de Nicolas Vasseur qu'il a vue dans le dossier de disparition. C'est difficile à confirmer visuellement. Les traumatismes ont changé l'apparence du visage, mais il y a des similitudes troublantes. Antoine photographie les documents avec son téléphone. Il note tous les détails. Le lieu exact de l'accident. La corniche Kennedy à la hauteur de la plage du Prado. L'heure approximative, minuit 30. Les vêtements. Veste en jean bleu délavé, jean noir, basket blanche. Tout correspond. Antoine remonte à la surface avec le dossier. Il demande à l'agent s'il est possible de localiser la tombe de la victime. L'agent consulte les registres. Cimetière Saint-Pierre, carré des indigents. Section D, tombe numéro 72. Antoine se rend immédiatement au cimetière. C'est une journée grise de février 2005. Le ciel est bas. Une pluie fine tombe sur Marseille. Le cimetière Saint-Pierre est vaste, ancien, traversé par des allées bordées de cyprès. Antoine demande son chemin à un employé municipal qui taille une haie. L'homme lui indique la direction du carré des indigents, tout au fond, derrière les tombes familiales, là où personne ne va jamais. Antoine marche lentement entre les sépultures. Certaines sont magnifiques, marbre blanc, anges sculptés, plaques dorées. D'autres sont modestes mais entretenues, fleurs fraîches, photos sous verre. Puis il arrive au carré des indigents. Le contraste est saisissant. Ici, rien n'est entretenu, l'herbe est haute, les croix sont rouillées ou cassées. Certaines tombes n'ont même plus de marqueurs, juste un affaissement du sol qui indique qu'il y a quelque chose en dessous. Antoine cherche la section D. Il trouve une rangée de petites plaques métalliques enfoncées dans le sol. Il s'accroupit et lit les inscriptions à moitié effacées par les intempéries. Tombe 58, tombe 60. Tombe 65, il continue. Tombe 69, tombe 71, et là, tombe 72, inconnu, décédé le 15 octobre 1995. Antoine reste immobile un long moment. Il regarde cette tombe anonyme, ce rectangle de terre où repose peut-être Nicolas Vasseur, un jeune homme de 19 ans qui n'a jamais eu de funérailles dignes, qui n'a jamais eu de famille à ses côtés, qui a été enterré comme un indigent alors qu'une mère le cherchait désespérément à quelques kilomètres de là. Antoine sent une colère sourde monter en lui. Comment est-ce possible? Comment un système peut-il être aussi défaillant? Comment deux dossiers aussi clairement liés ont-ils pu rester séparés pendant 10 ans? Il sort son téléphone et prend des photos de la tombe, des photos du carré des indigents. Il veut documenter tout ça. De retour au siège de l'association, Antoine présente ses découvertes à la coordinatrice, Sylvie, une femme d'une 50aine d'années qui a elle-même perdu un fils disparu il y a 15 ans. Sylvie écoute attentivement. Elle regarde les photos, elle lit les rapports, elle hoche la tête lentement.
Les coïncidences sont trop nombreuses pour être ignorées. Même description physique, même tenue vestimentaire, date consécutive, même ville, même tranche d'âge. La probabilité que ce soit Nicolas Vasseur est très élevée. Mais pour en avoir la certitude, il faut un test ADN. Et pour un test ADN, il faut exhumer le corps. Sylvie connaît la procédure. Elle l'a déjà fait pour d'autres familles. Une exhumation nécessite une autorisation judiciaire. Il faut monter un dossier solide, prouver qu'il existe des raisons sérieuses de croire que l'inconnu enterré est bien la personne disparue. Ensuite, il faut contacter la famille et obtenir son consentement. Et enfin, il faut trouver un échantillon ADN de la personne disparue ou de ses proches directs pour comparer. Dans le cas de Nicolas, sa mère peut fournir un échantillon. C'est elle qui porte son ADN. Mais avant de la contacter, Sylvie veut être sûre que le dossier est complet, qu'il ne manque aucun élément, qu'ils ne vont pas donner un faux espoir. Antoine passe les semaines suivantes à compléter le dossier. Il retourne au commissariat pour obtenir des copies certifiées conformes de tous les documents. Il contacte l'hôpital de la Timone pour récupérer le dossier médical de la victime non identifiée. Il obtient les photos d'autopsie, il consulte les archives des journaux locaux pour voir si des articles ont été publiés sur l'accident. Il trouve un petit entrefilet dans la Provence daté du 17 octobre 1995. 3 lignes. Accident mortel sur la corniche, délit de fuite, victime non identifiée, appel à témoins. Rien de plus. L'affaire n'a pas fait de vagues. Personne ne s'en souvenait. En mars 2005, le dossier est prêt. Sylvie décide qu'il est temps de contacter Eliane Vasseur. Elle sait que ce sera un moment difficile. Annoncer à une mère que son fils est peut-être mort depuis 10 ans, c'est à la fois une libération et une condamnation. C'est mettre fin à l'espoir. C'est transformer un disparu en défunt. Certaines familles préfèrent ne pas savoir, préfèrent continuer à espérer. Mais Sylvie sait aussi que le deuil impossible est une torture, qu'on ne peut pas vivre en suspens éternellement. Elle compose le numéro de téléphone d'Eliane, le même numéro que sur les affiches collées partout dans Marseille depuis 10 ans. Le téléphone sonne, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis une voix fatiguée répond « Allô ?» Sylvie se présente. « Bonjour Madame Vasseur, je m'appelle Sylvie Marchetti. Je suis coordinatrice de l'association Espoir et Retrouvailles. Nous aidons les familles de personnes disparues. J'aimerais vous rencontrer pour discuter du dossier de votre fils Nicolas. » Il y a un silence au bout du fil. Puis Eliane demande d'une voix tremblante « Vous avez des nouvelles ?» Sylvie choisit ses mots avec soin. « Nous avons peut-être une piste, mais j'aimerais en discuter avec vous en personne. Pouvons-nous nous voir demain ?» Eliane accepte immédiatement. « Oui, oui, quand vous voulez. » Le lendemain, Sylvie se rend à l'appartement d'Eliane. C'est un petit 3 pièces au 3e étage d'un immeuble des années 70. La cage d'escalier sent l'humidité. Eliane ouvre la porte. Sylvie est frappée par son apparence. Elle savait qu'Eliane avait 55 ans, mais elle en paraît 70. Des cheveux blancs coupés courts, des rides profondes autour des yeux et de la bouche, un regard éteint. Elle porte un vieux pull gris informe et un pantalon de jogging. Elle fait entrer Sylvie dans le salon. L'appartement est figé dans le temps. Des affiches de Nicolas sont punaisées sur tous les murs, des centaines d'affiches. Le visage du jeune homme est partout. Sylvie s'assoit sur le canapé. Eliane reste debout, les bras croisés, comme si elle se protégeait d'un coup à venir. Sylvie sort le dossier de son sac. Elle commence doucement. « Madame Vasseur, nous avons trouvé une correspondance possible entre le signalement de Nicolas et celui d'un jeune homme décédé dans un accident de la route le 15 octobre 1995, le lendemain de la disparition de Nicolas. » Eliane blêmit. Elle s'assoit brusquement dans un fauteuil. Elle porte la main à sa bouche. « Non, non, pas ça. » Sylvie continue. « La description physique correspond. Les vêtements aussi. L'âge, la date, tout concorde. Mais pour en être certaine, nous devons faire un test ADN. » Eliane fond en larmes. Des larmes silencieuses qui coulent sans bruit. Elle ne sanglote pas. Elle pleure comme quelqu'un qui a déjà trop pleuré. Sylvie attend. Elle laisse le temps à Eliane de digérer l'information. Puis Eliane demande d'une voix cassée « Où est-il » Sylvie hésite. Elle sait que la réponse va être terrible. Il a été enterré au cimetière Saint-Pierre, dans le carré des indigents. Il n'a pas été identifié à l'époque. Eliane lève les yeux vers Sylvie. « Vous voulez dire qu'il était là ?»
Depuis le début? À Marseille? Sylvie hoche la tête. Oui, à 10 kilomètres d'ici. Eliane hurle, un cri de douleur pure qui résonne dans tout l'appartement. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces enquêtes. Les semaines qui suivent sont un cauchemar bureaucratique. Sylvie aide Eliane à monter le dossier d'exhumation. Il faut rédiger une requête officielle au procureur de la République, expliquer pourquoi cette exhumation est nécessaire. Fournir toutes les preuves de la correspondance possible entre Nicolas Vasseur et l'inconnu enterré. Joindre les rapports de police, les photos, les témoignages, le dossier médical de l'hôpital. Tout doit être parfaitement documenté. Chaque détail compte. Une erreur de procédure et le dossier sera rejeté. Eliane signe les documents d'une main tremblante. Elle a peur. Peur de la vérité. Mais elle a encore plus peur de ne jamais savoir. Le dossier est déposé en avril 2005. Puis commence l'attente. Les rouages de la justice sont lents. Le procureur doit examiner la requête, consulter les services de police, vérifier que tout est en ordre, décider si l'exhumation est justifiée. Des semaines passent. Eliane n'arrive plus à dormir. Elle passe ses nuits à regarder les photos de Nicolas, à relire ses lettres d'adolescent, à se souvenir de sa voix. Elle essaie de se préparer mentalement à la possibilité que ce soit lui, que son fils soit mort depuis le premier jour, qu'elle ait cherché un fantôme pendant 10 ans, que tous ses espoirs aient été vains. En juin 2005, le procureur donne son accord. L'exhumation est autorisée. Une date est fixée, le 12 juillet 2005. Eliane reçoit la notification par courrier recommandé. Elle tient l'enveloppe dans ses mains pendant 1 heure avant de l'ouvrir. Quand elle lit la lettre, elle ne ressent rien. Pas de soulagement, pas de panique, juste un vide immense. Sylvie l'appelle pour s'assurer qu'elle va bien. Eliane répond qu'elle veut être présente le jour de l'exhumation. Sylvie essaie de l'en dissuader. Ce sera difficile à voir, traumatisant. Mais Eliane insiste. C'est mon fils, j'ai besoin d'être là. Sylvie finit par accepter. Le 12 juillet à 6 heures du matin, une petite équipe se rassemble devant le cimetière Saint-Pierre. Un médecin légiste, 2 techniciens de la police scientifique, un représentant du procureur, Sylvie et Eliane. Le ciel est déjà clair. Il va faire chaud aujourd'hui. Les grilles du cimetière sont ouvertes exceptionnellement tôt pour cette opération. L'équipe se dirige vers le carré des indigents. Des employés municipaux ont déjà commencé à préparer le terrain. Ils ont délimité la zone autour de la tombe 72 avec des piquets et du ruban de chantier. Une petite pelleteuse est garée à proximité. Eliane regarde la scène comme si elle était dans un cauchemar. Le médecin légiste explique le déroulement. L'exhumation sera effectuée avec précaution. Le cercueil sera remonté à la surface, il sera ouvert sur place pour un premier examen visuel. Des échantillons osseux et dentaires seront prélevés pour analyse ADN. Ensuite, le cercueil sera refermé et transféré à l'Institut médico-légal pour une expertise complète. Eliane écoute sans vraiment entendre. Elle fixe la petite plaque métallique au sol. Inconnu. Décédée le 15 octobre 1995. Pendant 10 ans, elle est peut-être passée devant ce cimetière sans savoir que son fils était là, à quelques mètres sous terre, si proche, si loin. La pelleteuse commence à creuser. Le bruit du moteur résonne dans le silence du cimetière. La terre est retournée. Couche après couche. Eliane ne peut pas détacher son regard. Sylvie lui tient la main. Au bout de 30 minutes, la pelleteuse s'arrête. Les employés descendent dans la fosse avec des pelles pour finir le travail à la main. Ils dégagent délicatement les derniers centimètres de terre. Et là, le cercueil apparaît. Un cercueil en bois simple, standard, fourni par la municipalité. Il est abîmé par l'humidité. Le bois est noirci, pourri par endroits. Mais il a tenu. Les employés passent des sangles sous le cercueil et le remontent lentement à la surface. Le cercueil est posé sur une bâche en plastique. Le médecin légiste enfile des gants. Il s'agenouille et examine le couvercle. Les clous sont rouillés mais encore en place. Il utilise un pied de biche pour les retirer un par un. Chaque bruit de métal arraché fait sursauter Eliane. Sylvie lui demande si elle veut s'éloigner. Eliane secoue la tête. « Non, je reste. » Le médecin retire le dernier clou. Il inspire profondément. Puis, il soulève le couvercle. Une odeur âcre s'échappe immédiatement. Eliane porte un mouchoir à son nez. Le médecin se penche pour examiner le contenu.
Les techniciens de la police scientifique s'approchent avec leurs appareils photo. À l'intérieur du cercueil, il ne reste presque plus rien. 10 années sous terre ont fait leur œuvre. Les chairs ont disparu, les vêtements sont en lambeaux, mais le squelette est intact. Le crâne est là, les os longs, les côtes, les mains, les pieds. Le médecin prend des notes. Il photographie chaque détail. Puis il s'adresse au groupe. Le corps correspond à un homme jeune, entre 18 et 25 ans, taille estimée entre 1,75 m et 1,80 m. Traumatisme crânien visible sur l'os frontal et la tempe droite. Fractures multiples des membres inférieurs. Tout correspond au rapport d'autopsie de 1995. Les techniciens prélèvent des échantillons osseux, un morceau de fémur, une dent. Ils les placent dans des tubes stériles. Eliane s'est approchée. Elle regarde le cercueil ouvert. Elle voit les restes de la veste en jean, les lambeaux de tissu noir du pantalon, les lacets des baskets encore noués autour des os des chevilles. Elle reconnaît les vêtements. Ce sont ceux que Nicolas portait cette nuit-là. Elle tombe à genoux. Elle tend la main vers le cercueil. Sylvie la retient doucement. « Non, Eliane. Ne touchez pas. Pas encore. On ne sait pas encore avec certitude. Mais Eliane sait. Au fond d'elle, elle sait. C'est lui. C'est son fils. » Elle pleure en silence. Les larmes coulent sur ses joues sans qu'elle puisse les arrêter. 10 ans. 10 ans qu'il était là, seul, oublié, abandonné. Le médecin légiste referme le cercueil. Il explique que les échantillons seront envoyés au laboratoire de la police scientifique à Lyon. Le test ADN prendra environ 6 semaines. En attendant, le cercueil sera conservé à l'Institut médico-légal de Marseille. Eliane devra fournir un échantillon de son propre ADN pour comparaison. Une simple prise de sang, elle accepte. Elle fera tout ce qu'il faut. Le cercueil est chargé dans un fourgon. L'équipe commence à rassembler le matériel. La fosse reste ouverte, béante, comme une blessure dans la terre. Les employés municipaux la combleront plus tard. Pour l'instant, elle reste là, vide. Eliane ne peut pas détacher son regard. Sylvie raccompagne Eliane chez elle. Pendant tout le trajet, Eliane ne dit rien. Elle regarde par la fenêtre de la voiture. Les rues de Marseille défilent. Les gens marchent sur les trottoirs. Ils vont au travail. Ils font leurs courses. Ils vivent leur vie normale. Et Eliane se demande comment le monde peut continuer de tourner alors que le sien vient de s'effondrer. Elle entre dans son appartement. Elle se dirige directement vers la chambre de Nicolas. Elle s'allonge sur le lit. Elle serre l'oreiller contre elle. Et elle pleure. Elle pleure pendant des heures. Elle pleure pour les 10 années perdues, pour les mensonges qu'elle s'est racontés, pour l'espoir qui l'a maintenue en vie et qui vient de mourir. Les semaines d'attente sont interminables. Eliane ne sort plus de chez elle. Elle ne répond plus au téléphone. Elle ne mange presque plus. Sylvie passe la voir régulièrement. Elle apporte des courses. Elle essaie de la faire parler. Mais Eliane est ailleurs. Elle est dans un état de deuil anticipé. Elle sait que le résultat du test ADN confirmera ce qu'elle sait déjà, que Nicolas est mort, qu'il est mort la nuit où il a disparu, qu'elle a vécu 10 ans dans l'illusion. Elle se sent coupable. Coupable de ne pas avoir cherché au bon endroit. Coupable de ne pas avoir insisté davantage auprès de la police. Coupable d'avoir survécu alors que son fils est mort. En août 2005, le coup de téléphone arrive. C'est le procureur. « Madame Vasseur, nous avons reçu les résultats du test ADN. C'est une correspondance positive. L'inconnu enterré au cimetière Saint-Pierre est bien votre fils, Nicolas Vasseur. Nous sommes désolés. » Eliane laisse tomber le téléphone. Elle s'effondre sur le sol. Elle hurle. Un cri déchirant qui sort du plus profond de son être. Les voisins frappent à la porte. Personne ne répond. Finalement, quelqu'un appelle les pompiers. Ils défoncent la porte. Ils trouvent Eliane recroquevillée par terre, inconsciente. Elle est transportée à l'hôpital. Elle y reste 3 jours, en état de choc, sous sédatif. Quand elle sort de l'hôpital, Sylvie est là pour la récupérer. Elle l'aide à rentrer chez elle. Elle l'aide à affronter la réalité. Nicolas est mort. Il est mort depuis le début. Mais maintenant, au moins, elle sait. Elle peut faire son deuil. Elle peut l'enterrer dignement. Elle peut lui dire au revoir. Sylvie l'aide à organiser les funérailles. Cette fois, ce seront de vraies funérailles. Avec une cérémonie, des fleurs, des amis, une pierre tombale avec son nom gravé dessus. Nicolas Vasseur. 1976,
1995, fils aimé, parti trop tôt. Eliane choisit chaque mot avec soin. Elle veut que le monde sache qui il était. Les funérailles de Nicolas Vasseur ont lieu le 15 septembre 2005, exactement 10 ans après sa mort. Une petite chapelle du cimetière Saint-Pierre a été réservée pour la cérémonie. Eliane a invité tous ceux qui ont connu Nicolas, ses anciens camarades de classe, ses amis du lycée, ses voisins. Les bénévoles de l'association qui l'ont aidé, une cinquantaine de personnes se déplacent. Beaucoup n'avaient pas revu Eliane depuis des années. Ils sont choqués par son apparence. Elle a tellement vieilli, tellement maigri. Mais elle tient debout, droite, digne, vêtue d'une robe noire simple, les cheveux attachés, le visage fermé. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Aujourd'hui, elle veut être forte pour son fils. Le cercueil de Nicolas est exposé dans la chapelle. Un nouveau cercueil, en chêne massif. Eliane a voulu ce qu'il y avait de mieux. Sur le couvercle, une gerbe de roses blanches, les fleurs préférées de Nicolas quand il était enfant. À côté du cercueil, une grande photo de lui, celle du pique-nique, celle où il sourit, décontracté, une canette à la main, celle qu'Eliane a montrée à des centaines de personnes pendant 10 ans. Maintenant, cette photo a un autre sens. Ce n'est plus l'image d'un disparu, c'est l'image d'un mort. Un jeune homme dont la vie s'est arrêtée à 19 ans, une vie fauchée par un conducteur irresponsable qui n'a jamais été retrouvé. Le prêtre commence la cérémonie. Il parle de la douleur de perdre un enfant, de l'injustice de la mort prématurée, de la foi qui aide à surmonter l'épreuve. Eliane écoute poliment, mais elle n'est pas croyante. Elle ne croit pas en un Dieu qui aurait laissé son fils mourir seul sur une route et être enterré comme un indigent pendant 10 ans. Elle a accepté une cérémonie religieuse parce que c'est ce qu'on fait, parce que c'est le rituel. Mais au fond, elle trouve tout ça vide de sens. Nicolas est mort, point. Il n'y a pas de consolation possible, pas de sens caché, juste une tragédie absurde et évitable. Après le prêtre, David prend la parole. L'ami de Nicolas qui était avec lui le soir du concert. David a maintenant 29 ans. Il est marié. Il a un enfant. Il vit une vie que Nicolas n'aura jamais. Il parle d'une voix tremblante. Il raconte des anecdotes. Les soirées passées à écouter de la musique dans la chambre de Nicolas. Les discussions sans fin sur le sens de la vie. Les projets de former un groupe. Les rêves d'adolescent. Il dit qu'il pense souvent à Nicolas. Qu'il se demande ce qu'il serait devenu. Qu'il regrette de ne pas avoir insisté pour le raccompagner chez lui ce soir-là. Peut-être que tout aurait été différent. Sa voix se brise. Il ne peut pas continuer. Il retourne s'asseoir en pleurant. Eliane se lève à son tour. Elle n'avait pas prévu de parler, mais elle sent qu'elle doit dire quelque chose. Elle s'approche du cercueil. Elle pose sa main dessus. Le bois est froid et lisse sous ses doigts. Elle ferme les yeux un instant. Puis elle se retourne vers l'assemblée. Sa voix est faible au début, mais elle se raffermit progressivement. Elle dit qu'elle a cherché Nicolas pendant 10 ans, qu'elle n'a jamais perdu espoir, qu'elle a cru jusqu'au bout qu'il allait revenir. Elle dit que découvrir qu'il était mort depuis le premier jour a été la pire douleur de sa vie, pire que la disparition elle-même, parce que pendant 10 ans, elle a vécu dans l'illusion. Elle dit aussi qu'elle est en colère contre le système qui a échoué, contre les policiers qui n'ont pas pris la disparition au sérieux, contre les administrations qui n'ont pas communiqué entre elles, contre le conducteur qui a fui après avoir renversé son fils, contre tous ceux qui auraient pu faire quelque chose et qui n'ont rien fait. Elle dit que Nicolas méritait mieux, qu'il méritait d'être identifié, qu'il méritait des funérailles dignes, qu'il méritait que sa mère sache ce qui lui était arrivé. Elle dit qu'elle ne pardonnera jamais, qu'elle ne pourra jamais pardonner, mais qu'elle essaiera de continuer à vivre pour lui, parce que c'est ce qu'il aurait voulu. Sa voix se brise sur les derniers mots. Elle retourne s'asseoir. Après la cérémonie, le cercueil est transporté vers la nouvelle tombe. Eliane a acheté une concession dans une section décente du cimetière, loin du carré des indigents. Un emplacement ensoleillé, près d'un grand chêne. Elle a fait graver une belle pierre tombale en granit noir, le nom de Nicolas en lettres dorées, ses dates de naissance et de décès. Une épitaphe simple. À mon fils bien-aimé, tu me manques chaque jour. Maman. Le cercueil est descendu dans la fosse. Eliane jette une rose blanche sur le couvercle, puis de la terre. Les autres invités font de même. Un à un, ils défilent devant la tombe. Ils présentent leurs condoléances à Eliane. Certains la serrent dans leurs bras.
D'autres ne savent pas quoi dire. Quand tout le monde est parti, Eliane reste seule devant la tombe. Elle s'assoit sur l'herbe. Elle parle à Nicolas. Elle lui dit tout ce qu'elle n'a pas pu lui dire pendant 10 ans. Elle lui dit qu'elle l'aime, qu'elle l'aimera toujours, qu'elle regrette de ne pas avoir été là quand il avait besoin d'elle, qu'elle regrette de ne pas l'avoir protégé. Elle lui demande pardon, pardon pour toutes ces années où il était seul sous terre pendant qu'elle le cherchait ailleurs. Elle pleure doucement, des larmes silencieuses qui coulent sur ses joues. Elle reste là jusqu'à ce que le soleil commence à décliner, jusqu'à ce que Sylvie vienne la chercher. Il faut rentrer, Eliane. Il se fait tard. Dans les semaines qui suivent, Eliane commence lentement à reconstruire sa vie. Elle retire les affiches de Nicolas des murs de son appartement. Elle ne peut plus vivre entourée de son visage. Elle range ses vêtements dans des cartons. Elle démonte les posters de sa chambre. Elle transforme la pièce en bureau. Elle a besoin de tourner la page. Pas d'oublier. Elle n'oubliera jamais, mais de continuer, de vivre avec cette douleur au lieu de la laisser la consumer. Elle retourne au cimetière tous les dimanches. Elle apporte des fleurs fraîches. Elle nettoie la tombe. Elle parle à Nicolas. Elle lui raconte sa semaine. C'est devenu son rituel, sa façon de maintenir le lien. Eliane décide aussi de se battre pour que ce qui est arrivé à Nicolas n'arrive plus à d'autres. Elle rejoint activement l'association Espoir et Retrouvailles. Elle participe aux réunions. Elle aide d'autres familles de disparus à naviguer dans le système. Elle témoigne dans les médias. Elle dénonce les failles du système d'identification des corps. Elle milite pour la création d'une base de données nationale centralisée. Un fichier qui croiserait automatiquement les personnes disparues et les corps non identifiés. Un système qui aurait permis d'identifier Nicolas en quelques jours au lieu de 10 ans. Elle écrit aux députés, aux ministres, aux journalistes. Elle devient une activiste. Sa douleur se transforme en action. En 2007, 2 ans après la découverte du corps de Nicolas, le gouvernement français lance enfin un projet de fichier national des personnes disparues. Le système n'est pas parfait, il manque de moyens, il manque de personnel. Mais c'est un début. Eliane est invitée à l'inauguration officielle. Elle serre la main du ministre de l'Intérieur. Elle lui dit que ce système aurait sauvé 10 ans de sa vie, que ça aurait épargné à Nicolas l'humiliation d'être enterré comme un indigent. Le ministre hoche la tête avec compassion. Il promet que le système sera amélioré, qu'on ne laissera plus personne dans l'oubli. Eliane veut y croire. Elle doit y croire. Sinon, à quoi bon continuer? L'enquête sur le délit de fuite qui a tué Nicolas n'aboutit jamais. Le dossier est rouvert en 2005, après l'identification du corps. La police fait de nouveaux appels à témoins. Mais 10 ans ont passé. Les souvenirs se sont estompés. Personne ne se souvient d'une voiture suspecte cette nuit-là. Le jogger qui avait appelé les secours est introuvable. Il a peut-être déménagé. Peut-être est-il mort. Les caméras de surveillance de l'époque étaient rares et de mauvaise qualité. Aucune image exploitable. Le conducteur responsable de la mort de Nicolas ne sera jamais identifié, ne sera jamais jugé, ne paiera jamais pour ce qu'il a fait. Cette injustice ronge Eliane, mais elle apprend à vivre avec. En 2010, 15 ans après la mort de Nicolas, Eliane écrit un livre. Elle raconte son histoire. La disparition, la recherche désespérée, les fausses pistes, la découverte du corps, la colère, le deuil. Elle intitule le livre « 10 ans d'absence ». Le livre est publié par une petite maison d'édition indépendante. Il ne devient pas un best-seller. Mais il touche des milliers de personnes, des familles de disparus qui se reconnaissent dans son histoire. Des gens qui réalisent à quel point le système peut être défaillant. Des lecteurs qui pleurent en lisant les dernières pages. Eliane reçoit des dizaines de lettres, des messages de soutien, des témoignages de personnes qui ont vécu des situations similaires. Elle répond à chacun. Elle se sent moins seule. Aujourd'hui, Eliane a 75 ans. Elle vit toujours dans le même appartement, celui où Nicolas a grandi. Elle ne pourrait pas partir. C'est le dernier endroit où ils ont vécu ensemble. Tous les dimanches, elle va au cimetière. Elle apporte des roses blanches. Elle nettoie la tombe. Elle parle à son fils. Elle lui dit qu'elle vieillit, que son dos la fait souffrir, que ses mains tremblent, mais qu'elle tient bon. Elle lui dit aussi qu'elle pense à lui chaque jour, que pas un jour ne passe sans qu'elle se demande ce qu'il serait devenu. Quel homme il serait aujourd'hui, à 50 ans, peut-être marié, peut-être père, peut-être musicien, comme il en rêvait.
Eliane sait qu'elle n'a plus beaucoup de temps devant elle. Son corps fatigue. Mais elle n'a pas peur de la mort. Au contraire, elle se dit que quand ce sera son heure, elle retrouvera Nicolas, qu'ils seront enfin réunis, qu'elle pourra le serrer dans ses bras comme elle n'a pas pu le faire pendant 25 ans. C'est cette pensée qui la maintient en vie. Cette promesse d'un ailleurs où la douleur n'existe plus, où les erreurs administratives ne séparent pas les mères de leurs fils, où la justice existe vraiment. En attendant, elle continue. Elle se lève chaque matin, elle fait son café, elle regarde par la fenêtre et elle pense à lui, toujours à lui. Nicolas, son fils, son étoile, son absence éternelle. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de ces enquêtes qui méritent d'être racontées. L'histoire de Nicolas Vasseur n'est pas seulement celle d'un jeune homme fauché trop tôt, c'est celle d'un système qui a échoué de la manière la plus cruelle qui soit. 2 dossiers séparés par quelques kilomètres, 2 commissariats qui ne se parlent pas. Une mère qui cherche pendant 10 ans alors que son fils repose sous une croix anonyme à 10 kilomètres de chez elle. Cette histoire pose une question terrifiante. Combien d'autres Nicolas existent encore aujourd'hui? Combien de corps non identifiés dorment dans les carrés des indigents, pendant que des familles les cherchent désespérément? Combien de mères, de pères, de frères et sœurs vivent dans l'attente d'une réponse qui est déjà là, quelque part, enfouie sous terre ou perdue dans un dossier poussiéreux? Le cas de Nicolas a contribué à changer les choses. Le fichier national des personnes disparues existe maintenant. Les protocoles ont été améliorés. Les communications entre services sont meilleures. Mais le système reste imparfait. Des failles existent encore. Des erreurs se produisent encore. Et derrière chaque erreur, il y a une famille brisée, une vie détruite, un deuil impossible. L'histoire d'Eliane Vasseur nous rappelle que derrière chaque statistique, il y a un être humain. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui attend, quelqu'un qui mérite la vérité. Nicolas méritait d'être identifié, il méritait des funérailles dignes, il méritait que sa mère sache. Pendant 10 ans, on lui a refusé tout cela. Pendant 10 ans, il a été un inconnu, un numéro, un oubli. Aujourd'hui, la tombe de Nicolas Vasseur se dresse fièrement dans le cimetière Saint-Pierre. Une pierre tombale en granit noir, son nom gravé en lettres dorées, des roses blanches fraîches chaque dimanche, une mère qui veille sur lui, qui lui parle, qui refuse de l'oublier. Nicolas n'est plus un inconnu. Il est redevenu un fils, un ami, un être aimé. Mais cette victoire a un goût amer, car elle est arrivée 10 ans trop tard. 10 années d'absence, 10 années de souffrance inutile, 10 années volées par l'incompétence et le silence. L'histoire de Nicolas Vasseur ne devrait jamais se reproduire. Mais quelque part en France, en ce moment même, une autre famille cherche peut-être quelqu'un qui est déjà mort, quelqu'un qui attend dans l'ombre, quelqu'un qui mérite d'être retrouvé.